Connaissez-vous ce sentiment? La tête touche l'oreiller, mais le cerveau refuse obstinément de se mettre en veille. Vous repassez, encore et encore, les conversations, les décisions, les moments embarrassants de la journée passée. L'anxiété pour le lendemain se mêle au regret de la veille. Et si je vous disais qu'il existe un rituel simple mais incroyablement puissant, capable de stopper ce chaos intérieur, une pratique vieille de plus de 2000 ans, c'est une seule question, ou plutôt 3 questions en une. La question que se posaient les empereurs romains et les plus grands penseurs pour atteindre clarté et sérénité. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ce secret stoïcien de la réflexion nocturne, et je vous le promets, si vous commencez à l'appliquer, ce n'est pas seulement vos soirées qui changeront, mais votre vie entière. Avant d'aborder la question elle-même, plongeons un instant dans le contexte. Qui étaient les stoïciens? Beaucoup les imaginent à tort comme des êtres sans émotion, froids, de véritables hommes de pierre. C'est une vision totalement erronée. Le stoïcisme est une philosophie pratique conçue pour la vie réelle. Son but n'était pas de supprimer les émotions, mais d'atteindre un état de calme intérieur et d'imperturbabilité, qu'il nommait l'apathie ou l'ataraxie. Et l'un des principaux outils pour y parvenir était la réflexion quotidienne. Le philosophe Sénèque, par exemple, décrivait en détail dans ses lettres comment il s'imposait un véritable interrogatoire chaque soir. Il scannait littéralement sa journée, ses actions et ses pensées. L'empereur Marc Aurèle faisait de même, et son célèbre ouvrage, Les Méditations, est essentiellement son journal intime de cette pratique réflexive. Pour eux, ce n'était pas une simple habitude, mais une hygiène mentale nécessaire, l'équivalent du brossage des dents pour le corps. Ils comprenaient que si l'on n'analysait pas sa journée, elle s'échappait simplement entre les doigts, ne laissant derrière elle ni sagesse, ni enseignement. Voilà à quoi ressemble une soirée typique d'aujourd'hui. On rentre du boulot, on scrolle sans fin sur les réseaux, on regarde une série. Notre cerveau est saturé d'informations, d'impressions et surtout d'opinions qui ne sont pas les nôtres. On se couche, mais lui, il continue de turbiner, en train de digérer ses véritables déchets numériques. On s'inquiète de la remarque du patron, de savoir si notre réponse au mail était correcte ou si on n'a rien oublié d'essentiel. Ce flux incessant de pensées est la source même du stress chronique et d'un sommeil de mauvaise qualité. Les stoïciens appelleraient ça « vivre sans gouvernail », une existence où les événements extérieurs dictent entièrement notre état intérieur. Pourtant, ils proposaient un antidote simple. En fin de journée, diriger intentionnellement son attention vers l'intérieur. Il ne s'agit pas seulement de se remémorer sa journée, mais de l'analyser avec un objectif bien précis. Le but est de séparer nos réactions des événements eux-mêmes et de déterminer clairement quand nous avons agi en accord avec nos valeurs et quand nous y avons manqué. C'est ça, le début d'une vie consciente où vous devenez le capitaine de votre propre navire et non plus un simple fétu de paille ballotté par l'océan tumultueux des circonstances. Ce processus débute par l'établissement d'une atmosphère propice. Vous n'avez pas besoin de bougies ou d'encens, même si cela ne fait jamais de mal. Ce dont vous avez besoin, c'est de 5 à 10 minutes de pur silence, un moment où personne ne pourra vous déranger. C'est votre tribunal personnel, comme l'appelait Sénèque. Mais n'ayez aucune crainte de ce terme. Il ne s'agit pas d'un tribunal cruel, mais plutôt d'un mentor sage et bienveillant qui examine vos actions. La clé, c'est l'honnêteté. Une honnêteté impitoyable, mais toujours empreinte de compassion. Le but n'est pas de vous justifier, ni, à l'inverse, de vous noyer dans la culpabilité. Votre mission est d'être un observateur impartial et objectif. Imaginez que vous regardiez un court-métrage sur votre journée et que votre seul objectif soit de noter les faits. Que s'est-il passé? Comment avez-vous réagi? Quelles émotions avez-vous ressenties? Tout. Ce premier pas, la simple observation, a déjà pour effet de diminuer l'intensité des émotions et de vous donner un point de vue extérieur. Vous cessez d'être l'acteur de ce drame pour en devenir le spectateur. C'est précisément à partir de cette position que commence le véritable travail d'amélioration personnelle. La première partie de l'interrogation stoïcienne est la suivante. Qu'ai-je mal fait aujourd'hui? Ça peut paraître un peu effrayant, non? Notre cerveau a l'instinct d'éviter de penser à ses propres erreurs.
Mais les stoïciens étaient sages. Ils savaient que la croissance est impossible sans reconnaître ses défauts. Commencer par le négatif n'est pas une façon de se miner le moral ou de s'enfoncer dans la dépression. Au contraire, c'est comme le travail d'un chirurgien. Il faut d'abord trouver l'abcès et l'ouvrir pour nettoyer l'infection. Ici, nous analysons nos réactions dictées par la colère, la peur, l'envie ou la paresse. Peut-être avez-vous fait preuve d'impatience dans une file d'attente, ou avez-vous répondu sèchement à un proche, ou peut-être encore avez-vous cédé à la procrastination en reportant une tâche importante. Il ne suffit pas de simplement énumérer ces moments, il faut creuser davantage. Pourquoi avez-vous agi ainsi? Quel faux jugement ou quelle fausse croyance se cachait derrière votre réaction? Par exemple, vous vous êtes énervé dans les embouteillages parce que vous croyez que le monde devrait être pratique et commode pour vous. En réalisant cela, vous faites déjà un pas de géant. La première chose à faire quand vous vous demandez « qu'ai-je fait de travers ?», c'est d'éliminer toute forme d'autoflagellation. La réflexion stoïcienne n'a pas pour but de punir, mais d'enseigner. Vous n'êtes pas une mauvaise personne parce que vous avez fait une erreur. Vous êtes simplement une personne en apprentissage. Imaginez que vous êtes un pilote qui analyse les données de sa boîte noire après un vol. Il ne s'autocritique pas. Il recherche froidement et objectivement la cause de l'écart de trajectoire pour améliorer le vol suivant. Faites de même. Regardez votre action et demandez-vous quel jugement erroné a mené à cette action. Peut-être avez-vous exagéré l'importance de l'événement ou avez-vous oublié que vous ne pouvez pas contrôler les actions d'autrui. Cet exercice développe en vous un observateur intérieur, capable de séparer votre moi profond de vos actes. L'acte est une erreur. Mais votre moi est un élève qui en tire la leçon. Cette approche élimine la culpabilité toxique et la remplace par une volonté constructive de s'améliorer. Cela transforme chaque erreur, de source de souffrance qu'elle était, en un matériel d'apprentissage inestimable. Prenons un exemple concret. Imaginons qu'aujourd'hui, au bureau, un collègue ait émis des critiques concernant votre projet. Votre première réaction est l'offense et la colère. Vous avez ressassé cette conversation toute la journée, ruminant à quel point vous aviez été traité injustement. Le soir, en vous demandant « qu'ai-je fait de mal ?», vous analysez non pas le collègue, mais votre propre réaction. Vous réalisez que votre erreur a été d'assimiler automatiquement la critique du projet à une critique personnelle. Vous avez permis à un événement extérieur, les paroles d'un autre, de définir votre état intérieur. Un stoïcien dirait que vous avez accepté un jugement erroné. Vous avez décidé que cette critique était mauvaise et dangereuse. Et si on regardait les choses autrement, la critique n'est rien d'autre qu'une information. Elle peut être utile ou inutile, mais elle est intrinsèquement neutre. Votre erreur est d'avoir abandonné votre paix intérieure au pouvoir d'une autre personne. En voyant cela, vous ne vous blâmez pas, mais vous tirez une conclusion pour l'avenir. Demain, je vais m'efforcer de considérer le feedback comme une simple donnée et non comme une offense personnelle. Maintenant que nous avons fait le point, sans complaisance, sur nos erreurs, il est temps d'aborder la seconde partie de cette interrogation. Et elle est tout aussi capitale. Elle se formule ainsi « qu'ai-je réussi ?» Si la première partie relève du débriefing d'erreurs, la seconde, elle, vise à consolider nos succès. Notre cerveau a naturellement tendance à se focaliser sur le négatif, c'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Nous pouvons ressasser une seule critique toute la journée, tout en ignorant 10 compliments. C'est pourquoi les stoïciens ont délibérément intégré ce point dans leur pratique de la réflexion. C'est indispensable pour maintenir un équilibre mental et pour éviter de sombrer dans le découragement. C'est à ce moment-là que vous repensez aux situations où vous avez agi conformément à vos valeurs et aux vertus stoïciennes, la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Peut-être avez-vous retenu un mot acerbe, même si l'envie de le dire était forte, c'est la tempérance. Peut-être avez-vous aidé quelqu'un sans rien attendre en retour, c'est la justice. Ou peut-être vous êtes-vous attaqué de front à une tâche difficile que vous aviez reportée, cela c'est le courage. Ces petites victoires sont fondamentales. Pourquoi est-il si crucial de célébrer nos réussites? Simplement parce que cela agit comme un puissant renforcement positif.
Lorsque vous reconnaissez consciemment un moment où vous avez bien agi, vous entraînez littéralement votre cerveau. Vous lui signalez « Voilà le type de comportement que j'approuve, c'est ainsi que je veux agir à l'avenir ». Cela crée de nouvelles connexions neuronales. À chaque reconnaissance de ce type, même un simple bilan en fin de journée, il devient un peu plus facile d'agir correctement la fois suivante. C'est comparable à une séance de musculation. Chaque répétition vous rend plus fort. Si vous vous contentez de vous blâmer pour vos erreurs, vous risquez de perdre toute motivation. Mais quand vous constatez que vous y arrivez déjà, que vous êtes capable de faire des actes positifs et constructifs, cela vous donne une immense confiance en vous. Pécamon. Vous commencez à vous percevoir non plus comme la personne qui fait constamment des erreurs, mais comme la personne qui s'efforce de s'améliorer et qui a déjà des réussites sur ce chemin. Cela transforme radicalement votre estime de soi et vous apporte l'énergie nécessaire pour continuer à progresser. Prenons un autre exemple. Imaginez que vous vous êtes promis de commencer à courir tous les matins, mais ce matin, il pleuvait. Votre premier réflexe était de rester au chaud sous la couette, mais vous avez fait preuve de courage, vous vous êtes dépassé, vous vous êtes habillé et vous êtes sorti courir. Le soir, quand vous vous posez la question « Qu'ai-je bien fait aujourd'hui ?», vous devez absolument souligner ce moment. Ne vous contentez pas d'un simple « j'ai couru ». Dites plutôt « j'ai fait preuve de volonté et je n'ai pas cédé à ma faiblesse passagère ». Ou imaginez, lors d'une réunion, vous aviez l'envie irrépressible de couper la parole à un collègue pour exposer votre idée géniale, mais au lieu de cela, vous l'avez écouté jusqu'au bout, faisant preuve de respect. C'est là un signe de tempérance et de justice. Prenez-en note, dites-vous, là, j'ai agi comme une personne raisonnable et mature. Il est crucial de ne pas dévaloriser ces instants. Même les plus petites victoires sur vos propres impulsions sont des pas de géant vers l'idéal stoïcien du sage. C'est précisément avec de telles petites briques que l'on bâtit la citadelle de votre caractère. Ainsi, nous abordons maintenant la troisième dimension, la plus profonde et sans doute la plus épineuse de cette question. Quelle obligation ai-je négligée ? Attention, ce n'est pas la même chose que de se demander « qu'ai-je mal fait ?» La première interrogation porte sur nos actions fautives, nos erreurs visibles. La troisième, elle, concerne notre inaction, notre omission. Il s'agit de ce que nous aurions dû accomplir, mais que nous avons sciemment laissé de côté. C'est la question des occasions manquées d'exercer une vertu. Peut-être avez-vous vu un collègue en difficulté, mais êtes-vous passé à côté en invoquant la pression du temps? Ou aviez-vous promis d'appeler vos parents sans jamais trouver le temps de le faire? Ou, plus crucial encore, avez-vous manqué à vos obligations envers vous-même, ne pas avoir dégagé de temps pour la lecture, l'apprentissage ou le soin de votre propre santé? Cette dimension de la réflexion nous oblige à considérer non seulement nos actes visibles, mais également notre boussole intérieure, nos véritables engagements en tant qu'êtres doués de raison et sociaux. Qu'est-ce que le devoir dans la philosophie stoïcienne? Ce n'est pas une simple liste de tâches quotidiennes, il s'agit d'agir conformément à sa nature profonde. Or, la nature humaine, selon les stoïciens, est d'être à la fois rationnelle et sociale. Par conséquent, nos devoirs fondamentaux sont d'agir de manière logique et rationnelle, non sous l'emprise des passions, et d'œuvrer pour le bien de la société, le cosmopolis. De ce point de vue, un devoir manqué est un moment où vous auriez pu agir en digne représentant de l'humanité, mais avez choisi de ne pas le faire. Vous auriez pu faire preuve de compassion, mais êtes resté indifférent. Vous auriez pu chercher la vérité, mais avez préféré l'ignorance. Vous auriez pu créer quelque chose d'utile, mais avez cédé à la paresse. C'est cette introspection qui devient le plus puissant catalyseur de croissance, car elle élargit notre conception de la responsabilité. La responsabilité, non seulement pour nos actions, mais aussi pour nos omissions. Elle nous force à être plus vigilants face au monde et aux opportunités de le rendre, ne serait-ce qu'un peu, meilleur. Prenons un exemple concret. Vous êtes dans le métro, assis, et vous voyez une personne âgée qui a visiblement du mal à rester debout. En tant qu'être social, votre devoir est de lui céder votre place, mais vous faites semblant d'être absorbé par votre téléphone.
Le soir, en analysant votre journée, vous réalisez, c'est ça le manquement à votre devoir. Vous n'avez rien fait de mal à proprement parler, personne ne vous jugera, mais vous avez raté l'occasion d'agir correctement, de faire preuve de bonté et de justice. Prenons un autre exemple. Vous savez que pour votre développement professionnel, vous devez étudier l'anglais. Vous aviez prévu une demi-heure de révision ce soir-là, mais au lieu de cela, vous avez passé 2 heures à regarder des vidéos sans intérêt sur Internet. Vous avez manqué à une obligation envers vous-même, le devoir de vous développer et de réaliser votre potentiel. Reconnaître ses manquements, encore une fois, n'est pas une raison de s'auto-flageller. C'est plutôt une occasion d'établir un plan pour demain. Demain, je ferai plus attention aux gens autour de moi. Demain, je prendrai absolument le temps d'étudier. Cette triple réflexion est intrinsèquement liée à l'idée maîtresse du stoïcisme, la dichotomie du contrôle. Cette idée, à la fois simple et géniale, postule que dans le monde, il y a des choses que nous pouvons contrôler, et d'autres qui nous échappent totalement. Que pouvons-nous contrôler? Uniquement nos pensées, nos jugements, nos désirs et nos actions, autrement dit, notre monde intérieur. Et qu'est-ce qui est hors de notre contrôle? La météo, l'économie, le passé, et, surtout, les actions et les opinions des autres. La réflexion du soir est l'exercice parfait. Il nous entraîne à nous concentrer exclusivement sur ce qui est en notre pouvoir. Vous ne vous demandez plus « Pourquoi mon collègue m'a-t-il critiqué ?» Ça, ce n'est pas votre responsabilité. Vous demandez plutôt « Pourquoi ai-je réagi si violemment à cette critique ?» Ça, c'est dans votre zone de responsabilité. Cette approche change la vie de manière radicale. Elle vous libère des inquiétudes inutiles concernant ce sur quoi vous n'avez aucune influence et dirige toute votre énergie vers ce que vous pouvez réellement transformer, vous-même. Intégrer la dichotomie du contrôle dans votre routine d'analyse du soir est fondamentale pour se libérer de l'anxiété. Imaginez que vous soyez préoccupé parce que vous n'avez pas obtenu cette promotion au travail. En faisant le bilan de votre journée, vous réalisez que la décision finale de votre supérieur est totalement hors de votre contrôle. S'en faire pour ça, c'est comme s'énerver contre la pluie. C'est à la fois inutile et très énergivore. Qu'est-ce qui était réellement sous votre contrôle? Votre préparation à l'entretien, la qualité de votre travail ou encore votre réaction face à ce refus. Cette réflexion vous aide à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas changer et à vous concentrer uniquement sur les leçons à tirer. Vous vous demandez « Peut-être devrais-je améliorer mes compétences en présentation ?» ou bien « Est-ce que je devrais demander un feedback pour savoir exactement sur quoi travailler ?» Chanson. De cette manière, la frustration se transforme immédiatement en un plan d'action constructif. Vous cessez d'être une victime des circonstances pour devenir l'acteur principal de votre propre vie. Vous acceptez la réalité telle qu'elle est et vous travaillez sur la seule chose qui soit vraiment en votre pouvoir, vos réactions et vos actions. C'est là, selon les stoïciens, que réside la véritable liberté. Comment rendre cette pratique la plus efficace possible? Prenez des notes. Oui, prenez simplement un carnet et un stylo, ou ouvrez l'application de notes sur votre téléphone. Le processus de transformer vos pensées en mots sur le papier a un effet quasi magique. Il ralentit notre esprit et nous oblige à formuler nos idées de manière plus claire et plus structurée. Le grand empereur Marc Aurèle ne s'est pas contenté d'y penser. Il tenait un journal que nous connaissons aujourd'hui sous le titre de « Pensée ». C'était son outil personnel de réflexion nocturne. Vous n'avez pas besoin de rédiger de longues dissertations. 3 courtes listes suffisent. Erreurs, succès, manquements. En face de chaque point, écrivez brièvement la leçon que vous en avez tirée et ce que vous avez l'intention de faire dès demain. Tenir ce type de journal crée un rapport visible de vos progrès. Dans un mois, vous pourrez regarder en arrière et constater à quel point vos réactions ont changé et quelles erreurs vous avez cessé de commettre. C'est incroyablement motivant et cela prouve que vos efforts ne sont pas vains. C'est votre journal de bord personnel vers la meilleure version de vous-même. Le point essentiel, c'est que la réflexion du soir ne doit pas se limiter à un simple exercice intellectuel. Son objectif ultime, c'est l'action. C'est le passage de l'analyse à la synthèse, de la simple méditation à des changements de comportement concrets.
En clôturant cet examen de conscience nocturne, formulez pour vous-même une seule intention simple pour le lendemain. Inutile de se fixer des objectifs grandioses comme devenir une personne parfaite. Choisissez quelque chose de petit, de précis et de réalisable. Par exemple, si vous vous êtes emporté contre un proche aujourd'hui, votre intention pourrait être « Demain, lorsque l'agacement montera, je prendrai une grande inspiration avant de répondre. » Si vous avez manqué une occasion d'aider, dites-vous « Demain, je ferai plus attention aux gens autour de moi et j'offrirai mon aide à au moins une personne. » Cette approche transforme chaque nouvelle journée en un laboratoire où vous pouvez mettre en pratique les leçons tirées de la veille. La vie cesse ainsi d'être une succession d'événements aléatoires pour devenir un processus conscient d'amélioration de soi. Dans cette pratique, comme dans tout entraînement, la régularité est le maître mot. N'attendez pas de résultats miracles après une seule soirée. Au début, il est même possible que vous soyez mal à l'aise ou que vous ayez du mal à trouver des réponses à ces questions. C'est tout à fait normal. Votre cerveau n'est pas habitué à ce niveau d'introspection. Mais si vous en faites une habitude quotidienne aussi naturelle que de vous brosser les dents, au bout d'une semaine, d'un mois, d'un an, vous constaterez des changements spectaculaires. Cela fonctionne sur le principe des intérêts composés. Chaque petite correction de cap effectuée quotidiennement conduit, avec le temps, à d'énormes changements dans la trajectoire de votre vie. Jour après jour, vous deviendrez un peu plus conscient, un peu plus patient, un peu plus courageux. Avec le temps, vous remarquerez que les situations qui vous mettaient hors de vous auparavant n'auront plus aucune emprise sur vous. Vous commencerez à réagir au monde non pas par impulsion, mais avec pleine conscience. Et tout cela est le fruit d'un simple rituel de 5 minutes avant de vous coucher. Commençons par déconstruire un mythe très répandu. Beaucoup s'imaginent « si je passe mon temps à m'analyser, je vais devenir un robot froid et calculateur, dénué de toute spontanéité et de joie de vivre ». C'est une erreur fondamentale. La réflexion stoïcienne ne tue pas les émotions. Au contraire, elle démultiplie notre intelligence émotionnelle. Quand vous analysez votre colère, vous ne la réprimez pas, vous commencez à en saisir les mécanismes. Une fois que vous avez compris ces causes, vous obtenez le pouvoir de les maîtriser. C'est comme apprendre à surfer. Vous n'essayez pas d'arrêter la vague, vous apprenez à la chevaucher. La personne qui n'a aucune introspection est le véritable esclave de ses émotions. Elle s'enflamme comme une allumette, s'offense pour des broutilles et s'inquiète sans raison valable. L'individu conscient, celui qui pratique la réflexion, ressent exactement les mêmes émotions, mais il ne les laisse pas prendre le volant de sa vie. Il vit la joie plus pleinement, précisément parce qu'elle est consciente. Il ressent la tristesse, mais il ne s'y noie jamais. Il ne devient pas un robot, mais bien le maître de son propre univers intérieur. Cette pratique quotidienne revêt également une signification plus profonde, presque existentielle. Les stoïciens se rappelaient constamment la brièveté de l'existence à travers la pratique du memento mori. Tom, souviens-toi que tu es mortel. La réflexion vespérale est, en quelque sorte, un memento mori miniature. Chaque jour que nous vivons est une petite vie en soi. Elle commence le matin et s'achève le soir. En analysant la journée écoulée, vous dressez en quelque sorte le bilan de cette micro-vie. Vous vous posez ces questions cruciales. Ai-je vécu cette journée dignement? L'ai-je exploité au maximum? Si c'était mon dernier jour, en serais-je vraiment satisfait? Cette perspective confère une valeur inouïe à chaque instant. Elle nous apprend à ne plus reporter sa vie à plus tard. Elle nous oblige à faire la distinction entre ce qui compte vraiment et ce qui n'est que pure futilité. Tuizi. Lorsque vous abordez votre journée sous cet angle, les petites vexations, les angoisses et les échecs minimes paraissent dérisoires. Seul l'essentiel se révèle alors. Avez-vous été aujourd'hui une personne juste, honnête, courageuse et sage? Mais au fond, quel est l'objectif ultime de tout cela? Pourquoi s'imposer ce travail chaque soir? Les stoïciens donnaient à cet objectif le nom grec de eudaimonia. On le traduit souvent par bonheur, mais cette interprétation n'est pas tout à fait exacte. L'eudémonia n'est pas un plaisir fugace ou une simple sensation agréable. C'est un état de pleine prospérité, de complétude de l'être, une vie menée en harmonie avec soi-même et avec le monde. C'est l'état
où vous réalisez pleinement votre potentiel humain. Et cette réflexion nocturne est le chemin le plus direct et le plus concret vers l'eudaimonia. Ce n'est pas seulement une technique pour mieux dormir ou réduire le stress, même si elle excelle dans ces domaines. C'est avant tout un outil de construction de soi, pour forger la trempe de votre caractère. C'est le processus quotidien qui consiste à affûter votre âme pour qu'elle devienne jour après jour plus accomplie et plus parfaite. L'objectif final n'est pas simplement de bien terminer une journée, mais d'avoir mené une bonne vie, une vie sur laquelle, au terme de votre existence, vous pourrez vous retourner et dire avec certitude « J'ai fait tout ce que je devais faire, j'ai vécu une vie pleine de sens ». Alors, faisons le point. Tout ce processus complexe et profond se résume en 3 questions simples à se poser avant de dormir. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Et quel devoir ai-je manqué ou négligé? Ce simple rituel qui nous vient du fond des âges est bien plus qu'une simple introspection. C'est un véritable acte de pleine conscience qui transforme le flux chaotique de la vie en un processus d'apprentissage ordonné et structuré. Il nous permet de tirer la sagesse de nos erreurs, d'ancrer les bonnes habitudes et de vivre de manière plus intentionnelle et ciblée. Le véritable coup de théâtre, c'est que cette démarche ne fait pas que changer votre perception de la journée passée. Elle vous transforme, vous, jour après jour, étape par étape. Elle reprogramme vos réactions automatiques, faisant de vous une personne plus sereine, plus sage et plus forte. Vous cessez d'être l'esclave des circonstances pour devenir l'architecte de votre propre caractère. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette idée vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains enseignements de sagesse intemporelle. Maintenant, une question pour vous. Laquelle de ces 3 questions de réflexion, celle sur les erreurs, sur les succès ou sur les devoirs manqués, vous semble la plus importante ou la plus difficile à aborder avec honnêteté? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.